les principes de la philosophie du droit, c'est-à-dire les guerres ont lieu, je cite de mémoire, quand elles sont nécessaires, et puis les chants repoussent, et surtout les bavardages se taisent devant le sérieux de l'histoire. Donc on va essayer d'être sérieux et de ne pas bavarder. Et là-dessus, je te passe tout de suite la parole, Soubry, pour une brève introduction. Et ensuite, nos deux invités experts vont essayer de faire un petit commentaire. Bonsoir tout le monde. Je suis d'accord avec Dominique que nous vivons des moments historiques très importants. C'est très très important. C'est depuis longtemps. Peut-être depuis 1917, nous vivons un moment pour dévoiler une partie de la vérité qui a été cachée par les décennies passées, où l'alignement des salauds sur les salauds, ils ont conduit notre monde au point d'aujourd'hui. Il était remarquable de constater que toujours le même plat, on a été servi avec l'idée que Poutine est malade, il est fou, comme le président de la Yougoslavie était fou, il était malade, Saddam Hussein était fou, Kadhafi était fou, le président d'Assad était fou, et c'était extraordinaire. Tous ces fous, ils tombent dans la folie la veille de l'attaque de leur pays. Et on commence à se rendre compte qu'ils ne sont pas si fous que ça. Je pense, nous avons commencé cette série de sessions sur le chaos après le chaos de Bagdad, lorsque 80 nations ou 48 pays ont participé à aller détruire un petit pays sous prétexte qu'ils détenaient l'arme de destruction massive et que seulement 20 ans après on dit que c'était faux. C'était faux, comme la folie de Saddam, comme la folie de Kadhafi, tout ça c'était faux. Ils sont en train de monter un mensonge à la dimension de la Grande Russie. Que Poutine est faux, il faut faire quelque chose. On ne peut pas le laisser à la tête de la 12e armée du monde et à la tête d'un peuple aussi volontaire que le peuple de la Russie. Mais personnellement, je crois que l'affaire, ça va se régler rapidement. L'affaire de l'invasion de la Russie par elle-même. Oui, ou la guerre, ça va s'arrêter parce que ils sont en train de revenir sur tous les mensonges. Ils ont annoncé la semaine dernière que Poutine avait visé des monuments historiques de peuples juifs en Ukraine. Et pour la bonne chance de Poutine, c'est un journaliste israélien qui a visité les lieux où il a dit à la télévision française qu'il n'y avait pas eu de bombardement, que le monument n'a pas été touché, où les appels de racistes ont été lancés pour accuser... Oui, Babillard, oui. Oui, mais ça c'était particulièrement grotesque. Oui, mais il a même été suggéré, même si ça ne fait que suggérer, mais au point de révisionnisme historique où nous en sommes, ces énormités peuvent passer, que Babillard, l'armée rouge et les Russes y étaient peut-être pour quelque chose dans les massacres de Babillard. On en est à ce point du révisionnisme. Voilà. Donc, on va pas... En tout cas, j'étais très satisfait aujourd'hui. J'ai écouté l'interview d'un général américain sur le Fox News où il dit pour lui, je ne sais pas si vous l'avez vu, non, j'ai pas vu celle-là. Il dit c'est fini, c'est une histoire d'une journée et ça va se terminer. La Russie aura obtenu, Poutine aura obtenu la partie de l'Ukraine russe et que Poutine n'a pas l'intention d'aller jusqu'à la frontière polonaise, il n'a pas l'intention de se frotter à l'OTAN. Il a été mené en bateau depuis 1991.
les États-Unis, l'OTAN et les dites grandes puissances, ils ont promis à Gorbatchev qu'ils n'iront pas à la frontière de la Russie. Et depuis 1991, il menait le mensonge jusqu'à maintenant. Et il a eu de la patience depuis 2004, puis 2014 jusqu'à maintenant, à chaque fois où il leur dit « Cessez de dire que vous allez installer des bases nucléaires à mes frontières ». Et ils traînaient, parce qu'ils ont toujours mené les relations internationales sur le mensonge, et ils ont essayé de mentir. La dernière fois, j'avais dit, avec notre ami, je pense, c'est sur la Russie qu'ils vont se casser les dents. Et je pense qu'ils sont en train de se casser les dents. J'espère que je ne dois pas être très... Juste une incise, nos 2 derniers épisodes ont évoqué, enfin surtout l'avant-dernier, le chaos dans le chaos, avec l'Afghanistan. On a vu que c'était déjà la fin des haricots pour cette stratégie-là. Ouais. Mais ils se sont déjà cassés les dents peu de temps avant, étaient bien placés pour le savoir, avec la Syrie, comme nous le savons. Avec déjà les Russes très actifs dans la manœuvre. Donc oui, là c'est peut-être C'est le gros morceau. Là c'est le tournant décisif, on va dire. Absolument. Absolument. Là, qu'est-ce qu'il nous propose? Parce qu'il veut nous proposer qu'ils sont capables de mener une guerre atomique. Mais ils sont fous ou quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire? Qu'est-ce qu'il veut? Ou le principe de l'ordre mondial instauré par Bush, père et fils, c'est que désormais, aucun État, aucun peuple ne doit être capable de dire non à l'ordre mondial. C'est ça leur principe. Alors cet ordre mondial qui n'arrive pas à le gérer depuis l'Afghanistan, depuis 2003 jusqu'à maintenant, ils vont d'échec en échec. C'est quand même paradoxal. Je regarde... Excuse-moi, j'ajoute qu'ils vont d'échec en échec, mais surtout, ils font quand même des gros dégâts. Hein, ouais. Le nombre de pays qui ont été anéantis, détruits, etc. C'est pas un échec pour eux, mais c'est pour nous. Regarde ce qu'ils ont fait avec mon pays, l'Irak. C'était un pays, maintenant ce n'est plus un État. Ils les ont réduits en un amant de tribus et des tribus qui dépendent des pays qui ont occupé l'Irak. Mais c'était leur but. Ils ont réussi. Oui, c'était le but. Oui. Oui, on peut dire que ça c'était le but, donc c'est pas franchement un échec. Oui. Mais en revanche, c'était un échec pour nous, victoire pour eux. Dans la perspective des stratèges, la Syrie, en revanche, en est un. Et l'Afghanistan, encore plus. Oui. Alors, là, c'est l'objectif. Ou bien ils déclenchent une guerre atomique contre la Russie, ou bien, dans les meilleurs des cas, elle veut faire de la Russie comme ils ont fait en Irak ou en Libye, un champ de ruines avec des tribus, des communautés qui s'enterrent tout. Et pour en arriver là, il faut désarmer Poutine. Et ils ne pourront pas le désarmer. On va voir, c'est pratiquement impossible. Et lui, il ne demande pas grand-chose. Il leur demande tout simplement de clarifier leur attention. Ils ont promis en 1991 qu'ils ne mettront pas de base nucléaire à la frontière de la Russie. Et les Américains, ils ont exigé de Gorbatchev de retirer ses missiles de Cuba. Et il était raisonnable, il les a retirés tout de suite. C'est ça. C'était pas Gorbatchev, oui, c'était Khrouchtchev. Il y a des analogies, mais enfin, c'est pas la même chose. Là, elle veut dépasser toutes les limites. Petit à petit, ils croient qu'ils peuvent rouler les Russes dans la farine, comme ils ont fait avec nous. Et en fine, on va céder et ils vont mettre leur base nucléaire à la frontière. Une toute petite incise, surtout pour le jeune public qui n'a aucun souvenir
ou très lointain, surtout de la manière dont l'histoire est racontée aujourd'hui de l'affaire des missiles de Cuba, si les Russes avaient envoyé des missiles balistiques à Cuba, c'était à la demande de Fidel Castro, qui d'ailleurs à ce moment-là a vraiment versé dans le camp communiste russe, tout simplement parce que Fidel Castro avait de bonnes raisons de penser qu'il était menacé par les Américains, puisqu'il venait d'y avoir la tentative de coup d'État et d'invasion avec le débarquement de la baie des Cochons. Il faut préciser que il y a quand même beaucoup de différences, mais enfin, évidemment, c'était jugé inadmissible, intolérable par les Américains d'avoir des missiles russes à Cuba, et je fais la même lapsus que toi, et Khrouchtchev l'a parfaitement compris. Oui, là, c'est que les choix devant les États-Unis, ils sont limités. Ou bien ils vont jusqu'à l'affrontement, et dans ce cas-là, personne ne gagnera. Personne. Pas seulement la Russie, mais les Américains, les Européens ne sortiront pas gagnants. Et si on regarde ce qui se passe en Asie, semble-t-il que les accords entre la Chine et la Russie, quoi qu'on dise, ils sont très sérieux. Très, très sérieux. Les Russes et les Chinois, ils ont déclenché le mécanisme de financement pour se substituer au financement des banques. Ils ont des aspects économiques. Hein. Sur l'aspect économique. Parce que la guerre en question dont on parle va être une guerre économique, il faut le clair. Oui, Poutine ayant dissuadé tout le monde d'imaginer une guerre classique ou nucléaire ou sous n'importe quelle forme, c'est clair que la guerre qui est lancée, c'est une guerre économique. D'abord, économique. Qu'est-ce qui se passe? On a vu lors des 12 assemblées, l'Assemblée générale des Nations Unies et celle du Conseil de sécurité, que les deux tiers de l'humanité ils sont avec la Russie. L'Inde s'est abstenue, la Russie s'est abstenue, la Chine s'est abstenue. Tout le monde arabe, pourtant, le monde arabe, pourtant, des pays musulmans, ils ont la haine historique, ancestrale de communisme, tous, ils sont avec la Russie. Sur la place publique de Bagdad, aujourd'hui, il y avait des panneaux immenses, les amis de Poutine, qui saluaient. En Afrique noire, les peuples d'Afrique noire, c'est des peuples, tous, ils vivent l'amertume et une revanche. Enfin, il y a quelqu'un qui tient tête aux malfaisants. C'est comme ça les peuples ils le ressentent. Que peut-être il y aura un bouleversement d'habitude, mais il faut que l'humanité se prépare, qu'il s'adapte, puisqu'il va y avoir une réorganisation sur le plan économique du monde, une réorganisation politique du monde. Cette crise pourra peut-être nous donner un nouvel ordre mondial pour sortir de l'ordre des brigands qui fait chanter les nations, les peuples. C'est un événement extrêmement important et je souhaite que le peuple russe donnera une fois de plus un petit peu d'espoir aux autres peuples. Alors, c'est une invite à notre camarade ex-soviétique de nous dire son point de vue de russe ex-soviétique sur le regard qui peut être porté de ce côté-là, qui est certainement quand même assez mélangé malgré tout. Je pense que les Russes eux-mêmes, des témoignages que j'ai, sont eux-mêmes quand même extrêmement surpris des événements récents. Ils ne s'y attendaient pas quand même, hein, moi, c'est ce qui m'a été dit. Tout à fait. Alors, bonjour encore à tous. Je vais commencer par revenir un instant sur ce que Macron a sorti dans sa dernière allocution. Il a bien souligné que ce n'est pas la guerre de l'OTAN contre la Russie. Enfin voilà, on se fait pas...
Bon, Mais on est en guerre contre le Covid seulement pour l'instant, c'est mais pas contre la Russie. C'est ça, c'est ça. Sauf que ce n'est pas vrai, c'est militairement bien sûr pas vrai, mais il suffit de voir la réaction dont parlait Dominique au départ, hein, comment tous les pays alignés à ce mondialisme occidentalocentrique, comment ils réagissent pour voir que effectivement ils se mettent en mode de guerre tous. Il y a même des lapsus freudiens qui leur échappent de temps en temps. Donc oui, même si c'est sur le mode ridicule de Tartarin de Tarascon, bien sûr. C'est absolument grotesque, mais bien sûr, symboliquement, ils sont mobilisés. Cet alignement que nous tous ensemble sommes à soutenir le pays, n'est-ce pas, agressé. Donc ça montre dans l'ensemble et dans le détail comment est-ce que qui se considère une partie adverse à la Russie en ce moment. Bien sûr, on nous vend ça comme voilà, la litanie pour le bien du peuple résistant, ou je sais pas quoi, enfin voilà, mais il faut bien voilà. Ensuite, il y avait une question, on avait convenu que je te poserais des questions, mais tu voulais compléter. Non, donc il y a une chose que les gens n'ont pas bien compris et qui les empêche de voir ce qui se passe sous leur nez, qui est que, c'est pour ça que j'ai utilisé le syntagme, comme on disait pour faire pédant il y a une quarantaine d'années, d'invasion de la Russie par elle-même. Oui. C'est quand même bien comme ça que c'est vécu par la plupart des populations. Bien sûr. Et il faudrait peut-être que tu expliques ça. Oui, alors on va aller doucement vers ça. Parce qu'il y a tellement de bêtises dites sur l'histoire de l'Ukraine, notamment, par nos soi-disant spécialistes. Donc, je vais juste, à ce moment-là, d'abord compléter ce qui était commencé. Alors, ce que Soulier a souligné en énumérant tous ces conflits dans lesquels ça se passait toujours sur le même plan, sur le même scénario. Et bien sûr que c'était l'Occident le bon et le Saddam le méchant, et après je ne sais plus Kadhafi et le Yougoslave, là, comment il s'appelle, Milosevic et tous ces gens-là. Alors, il y a tout de même une différence majeure, et ça sera rapport avec le point que j'ai dit avant, c'est que dans tous ces cas-là, l'attaquant, enfin, de fait, l'agression, enfin, c'est ce qu'on peut appeler le mouvement de l'armée, a été démarré par finalement l'Occident ou ses proxys, dans chacun de ces cas. Donc ça va, tout est conforme à la bonne marche du monde. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de lèse-majesté. Alors donc, cette fois-ci, c'est la première, du coup, où c'est pas l'Occident qui était à l'origine de l'action militaire. Et c'est à cela que personne ne s'attendait en Russie. Oui, d'autant moins, excuse-moi, je te coupe juste un instant, que comme nous l'avons longuement expliqué la fois précédente, la perception de tout le monde, à commencer par les Russes, voire même les Ukrainiens, c'était que ce serait une erreur fondamentale, tactique, et qu'on essayait de le mettre dans ce piège-là. Oui. Mais donc, en fait, là, bien sûr, je ne vais pas développer la logique, parce que c'est long. Pourquoi il fallait le faire? Bon, c'est des informations de renseignement, etc., que je ne possède pas, mais dans la logique du déploiement des événements, c'est que, autrement, ça aurait été pire pour la Russie, de toute façon. Donc, si elle assume un pas qu'elle n'a jamais franchi depuis, même à la Deuxième Guerre mondiale, c'était finalement, alors tout ce qui se raconte, c'était une frappe de l'Allemagne qui était tellement surprise, etc. Bon, on sait que Staline, il avait tout sur sa table, enfin, de toutes les prévisions de la date de l'heure.
Après, on dit qu'il était juste méchant et il a pas. Non, enfin, moi, je suis persuadé qu'il faut ramener ça au contexte justement de l'image de l'Union soviétique dont les Occidentaux n'attendaient qu'ils frappent eux, les Soviétiques. Donc, du coup, Staline a attendu et c'est l'Allemagne qui frappe. Donc, à chaque fois, bon, dans les gros ce déploiement d'événements et la réaction, donc l'ahurissement pour ainsi dire de l'Occident, c'est que en fait c'est lèse-majesté magistrale. Je précise sans compter que Poutine se dit lui-même en pleine action de décommunisation. Et chacun sait qu'il est totalement hostile aux communistes et anti-communiste, je dirais même anti-bolchevique, comme il l'a précisé lui-même. Oui. Et il n'est pas puisque c'est Lénine qui est coupable de tous nos maux en ayant créé l'Ukraine. Voilà. Là, c'est tout un jeu d'appui sur les... Enfin, écoutez, c'est une histoire compliquée. C'est une histoire compliquée. Il y a ce que pense Poutine et il y a ce qu'il fait. Oui. Donc, il pense ce qu'il pense. Voilà. On va pas. Mais ce qu'il fait est aussi beaucoup déterminé en grande partie par le fait sur quels éléments de la société il doit s'appuyer. Le jour où il dit du mal, enfin, il tacle les communistes. La veille, il fait, enfin, c'est pas la veille physiquement, mais juste avant, qui dépose la demande à la Douma de reconnaissance des républiques sécessionnistes, c'est les communistes, le parti communiste. Ça ne se fait pas par improvisation, d'accord? Donc voilà, c'était d'avance bien réparti les rôles. Qui fait quoi? Donc Poutine est un politicien de l'équilibre, ça en fait depuis longtemps, c'est son mode de fonctionnement, mode de pensée, mode de gestion. Quand il a la droite qui se renforce, lui il donne le coup de main à la gauche, quand c'est la gauche qui se renforce, il donne lui le coup de main. On peut aimer ça ou ne pas aimer, c'est comme ça que ça marche là-bas. Donc à chaque fois, c'est une sorte de... Voilà, en plus, en Russie, franchement, je ne sais pas comment on aurait pu faire mieux ces dernières années, parce que c'est un pays qui est vraiment démocratique, au sens où les forces politiques, il n'y en a pas une qui domine de la même manière qu'en France. Enfin, il n'y a pas le système qui... Si on laisse faire, pour ainsi dire, oui, il y a le système qui domine, bien sûr, en Russie aussi, mais... Le pouvoir d'État. Oui, mais le Parti communiste, il est suffisamment fort pour éventuellement bousculer quelqu'un, si jamais on le laisse faire. La droite, qui n'est pas la même qu'ici, mais il y en a une qui est tout à fait puissante, avec tous les oligarques, enfin tout ça. Il ne faut pas le laisser aller non plus trop loin. Et puis il y a les Slaviki, donc c'est-à-dire il y a le pouvoir de main armée, et puis plein de choses qu'il faut tout le temps maintenir en équilibre. Et c'est comme ça que ça a fonctionné depuis son arrivée au pouvoir. Et quand ce n'était pas comme ça, vous avez vu ce que c'était dans les années 90, c'était le chaos total. Donc le maintien de l'équilibre. D'accord, donc voilà. En plus, sur la décommunisation, son ironie, elle était patente. Donc voilà, il faut pas lire juste un morceau du tableau, il faut le regarder en entier. Donc voilà, j'étais sur le lèse-majesté qu'on ressenti. Enfin, maintenant, je me permets de vous révéler, j'ai eu un signalement que la guerre allait être possible, ou allait s'approcher encore en octobre. Bon, je même pas, enfin, même tout le monde, c'est-à-dire qu'il y avait... On en parlait déjà oui, mais en 2015. C'est un autre signalement. C'est un signalement de quelqu'un qui est proche de... Il n'est pas ami de Poutine, ni tout à fait le contraire, mais qui est en directe communication avec les gens qui sont vraiment dans la cuisine. Donc, qui m'a écrit que, les belligérants sont prêts, quoi. Voilà, un truc comme ça. Ça veut dire ce que tout le monde a maintenant bien compris, c'est-à-dire que Poutine n'a pas pris cette décision comme il a envie du jour au lendemain, c'est ça. Mais qui préparait ça depuis belle lurette. C'est ça. Donc, tout ça est préparé depuis longtemps. Comment ils ont fait pour tout de même réussir à surprendre tout le monde? Enfin, bon, tout le monde croyait quand même que, bien sûr, les gens dans les médias russes parlaient qu'il va très probablement y avoir la guerre. En janvier, c'était déjà, les mots étaient lâchés, etc. Puisque c'était évident qu'il allait le faire, c'est donc qu'il n'allait pas le faire.
C'est un peu le raisonnement. Ce que les gens pensaient, c'est que ça va être une riposte. Oui. Personne ne s'attendait que ça allait être, mis du point de vue militaire, une action déclenchée par l'ordre de Poutine. Donc après on se demande, parce que la Russie, il faut comprendre le contexte, ce n'est pas la même qu'en 1941, d'accord. À cette époque-là, même s'il y avait quelques contradictions qui existaient, se rallier le pays devant le danger qui était là, était beaucoup plus facile, croyez-moi, que maintenant. Maintenant, la société russe, elle est molly-mollo, enfin elle a été jusqu'à il y a une semaine. Maintenant, elle est en train d'être un petit peu plus mobilisée, mais il ne faut pas se faire d'illusions, c'est pas tout de même la même que c'est une société de consommation pour sa majorité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'ils ont pu tout de même être assez unis et assez mobilisés, parce que la force de la frappe d'information contre la Russie, la Russie est très sensible à ça, la population est sensible. Comment se fait-il qu'ils ont osé, on peut le dire, de tabler sur cette tu as fait bien de préciser que les Russes sont très sensibles à l'opinion internationale, parce que contrairement à ce que les gens pensent, ils ont accès absolument à tous les médias. Bien sûr. Contrairement à nous, on ne coupe pas le sifflet, ils peuvent voir tout par Internet ou Dieu sait quoi, sans problème. Comment ont-ils fait, comment ont-ils pu, comment ont-ils osé, comment se sont-ils préparés à déclencher cet événement historique? Je ne sais pas comment ils ont fait militairement. Il paraît que c'est assez génial comme opération. C'est pas de ça que je parle de l'adhésion de la population à la cause, qui, grosso modo, est assez massive. C'est que les Russes, à la différence de nous ici, qui regardons ça par la lunette, même de la télévision, ils ont compris depuis au moins 2014, non pas au moins, depuis 2014, depuis le Maïdan ukrainien, avant il y avait des illusions, qui sont en guerre avec l'Occident. Alors ce qui se passe aujourd'hui, c'est juste la suite. Pour l'opinion publique en Russie, la guerre a commencé il y a 8 ans. Et donc cette conscience, déjà parce qu'à Donbass, il y en avait toujours une depuis 20 ans, et ça, c'était une vraie guerre, juste locale, mais qui était ignorée simplement en Occident. Les 8 dernières années, elle a fait quelques milliers de morts. Ah oui, 14 000 morts dans le Donbass. C'est le chiffre officiel. Ouais. Après, probablement, c'est toujours moins qu'en réalité. Et surtout, c'est pas que des morts. On compte toujours les morts, mais c'est une génération qui a grandi dans les conditions de la guerre et d'absence de vraie perspective. Alors, vous voyez qui est né à Donetsk, c'est une énorme, grande ville de plus de millions de... Voilà. Qui est né là-bas, il a quoi comme passeport? Il peut aller où? Il peut étudier où? Il peut faire la carrière comment? Enfin, vous voyez, c'est une zone exclue et qui, bien sûr, est à peu près soutenue par la Russie, mais les gens là-bas, quand même, subissent ce permettait de survivre. Rideau. Oui, ça permet juste de survivre, exactement. Donc, c'est une... Et puis, le deuxième facteur, c'est la guerre économique de sanctions, de machin, de trucs, tout ça, ce qui existait. Pour eux, c'est juste la suite. Il n'y a rien qui a changé, à part juste la composante militaire. Mais mentalement, c'est pas un choc pour eux d'entendre que la Russie est en guerre contre l'Occident, enfin l'Occident est en train contre la Russie. C'est comme ça que c'est vécu. Et c'est ça qui permet. Et du coup, ce vécu, il n'est pas basé seulement sur ce qui se dit à la télé. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est basé sur la vie quotidienne des gens qui indirectement ressentent par le fait de certaines interdictions, enfin, il y a bien sûr le segment libéral dans l'administration du pays qui était énorme, c'était à peu près, je sais pas, 80%. Là, ils sont tous, la majorité significative, alignée avec le gouvernement,
parce qu'ils n'ont pas de choix, tout simplement, déjà, et parce que, quand même, il faut comprendre que durant les dernières années, ils en ont subi des baffes. Mais bon, c'est le russe, il se dit, bon, c'est pas grave, ça va passer. Enfin, le caractère russe, on a eu d'autres. Et bien, le rêve d'être dans la paix et l'amour avec l'Occident, évidemment, était tellement grand depuis des années. C'était la grande promesse des années 80. Que tout ça avait tendance à être vu en tant que contingent, enfin, en tant que quelque chose qu'on peut pardonner, pour ainsi dire, et qu'à la grande perspective, etc. Mais là, ça y est, là, ils ont compris que ces attaques-là, ces pics-là qui subissaient durant depuis longtemps, n'était pas dû au hasard, mais au contraire que c'était la substance même, que tout le reste c'était le hasard peut-être, mais pas ça. Donc voilà, et c'est ça qui fait que le pays est capable de faire ce qu'il fait en ce moment, dans les termes militaires, on va dire. Parce là, tu parles à la fois des républiques indépendantes autoproclamées, comme dit la presse, du Donbass, de Lugansk et de Donetsk, mais aussi du soutien de la population entière. Je vais me permettre de passer la parole à Bruno pour qu'il évoque justement, j'ai évoqué aussi le fait qu'il y avait une grosse contradiction là dans le discours de ce qu'on appelle communément les oligarques et les gens qui sont derrière Poutine, bien qu'ils soient dans des grands conflits entre eux et qu'ils soient extrêmement divers, qui est que, en gros, y compris, je rappelais le fait que Poutine a parlé de dénazification, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est légitime de parler de l'urgence de la dénazification de l'Ukraine, aussi bizarre que ça puisse paraître à quelques personnes très mal informées, de démilitarisation pour des raisons évidentes, mais il a parlé un peu de décommunisation aussi, un peu en blaguant vis-à-vis de ses partenaires occidentaux, lui-même conduisant cette décommunisation, paraît-il. Mais en réalité, avec la manière dont, comme on a tous remarqué que le vocable de rideau de fer s'abattant sur l'Europe est revenu dans la logomachie de notre idéologie dominante, donc avec ce rideau de fer qui va isoler donc supposément la Russie et les pays satellites, comme on disait jadis, on va peut-être retrouver ce jargon maintenant. On revient à une situation aussi bien pour la Russie que pour Biélarus et pas mal d'autres, qui, à certains égards, va les renvoyer à la glorieuse époque de l'Union soviétique, c'est-à-dire où il va falloir être autonome, autosuffisant, bosser, se démerder pour faire face à une rupture totale avec les Occidentaux. Alors, oui, tu voulais rajouter quelque chose ? Je voulais rajouter au fait que maintenant on va nous sériner beaucoup, c'est depuis un moment, mais ça s'intensifie, comme quoi il n'y a pas de nazis en Ukraine, etc. Oui. Alors, je ne veux pas maintenant... On va en reparler après. Oui. Juste un petit détail. On ne va pas parler des bataillons, Azov, Haïdar, etc. Bon, on le sait maintenant, ça existe, etc. Lisez le texte du poème qui est l'hymne national ukrainien. Alors, le poème qui est dans l'hymne, donc c'est juste une partie du poème, ce qui est chanté aux compétitions sportives, etc. Mais la suite, juste la suite, la suite c'est quelque chose comme oh Bogdan, pourquoi tu nous as donné aux moscovites pourris, et nous on va tous mettre notre vie pour les... etc. Donc ça c'est appris par cœur à l'école par tous les enfants. En ce moment. En ce moment. Enfin, depuis 8 ans. Depuis 8 ans, voilà. Depuis 8 ans. Donc c'est le degré de la pénétration d'un nationalisme allumé, d'un nationalisme complètement... Enfin, je veux dire, le nationalisme allemand, il n'était pas aussi bestial, aussi animal que celui-ci. Enfin, c'est la haine pure qui est propagée. Ça a commencé bien plus tôt, mais maintenant, officiellement. Et donc, quand on dit que c'est juste un truc par ici, un truc par là, et puis on cite un tel ministre avait été dans une partie totalement nazie, oui, mais c'est un seul, il y a 40 autres, etc. Non, maintenant, vous passez à l'échelle
large. Vous avez toute la population qui est imbibée par la pensée, par la raison d'être de sa nation en tant qu'adversaire du pays voisin. C'est-à-dire on forme la nation. Tous les enfants de l'école doivent bien absorber ça. À la haine. Ils sont formés à la haine du russe et du et communisme. c'est la raison d'être du pays. C'est comme ça que c'est. Absolument. C'est Depuis servi. le Maïdan, Voilà. Et que tout le monde une qui va idéologie nouvelle. que tout le monde qui veut maintenant parler d'occasionnels endroits où ça sévit, non, c'est massif et c'est comme ça que c'est totalement intolérable. Quand on dit la Russie, l'OTAN qui approche les frontières, etc., il y aura les missiles, oui, mais aussi, pourquoi c'est possible? Parce que vous installez sur la frontière un pays entier qui est formé à la haine et dont la raison d'être n'est que ça. Oui, alors je pense que d'abord il faut commencer par le fait que nous vivons évidemment une période totalement marquée par un émotionnalisme qu'on n'a absolument pas connu à ce niveau. Et qui en fait révèle tout simplement qu'ils n'ont en fait rien à dire en tant que réflexion, c'est-à-dire on vit dans l'émotionnel pour ne pas nous permettre au public d'aborder les vrais problèmes. Et comme tu le disais, je pense que les vrais problèmes, au final, ce sera économique. Hein, c'est la logique économique qui va compter. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que nous vivons en Europe, nous vivons en Occident, et nous oublions quelque chose qui prend de plus en plus d'importance, c'est que les Occidentaux, c'est 10% de la population mondiale, qu'il en reste 90%, tu en avais parlé déjà. Et je pense que c'est très important, et je pense qu'il y a quelque chose qui m'a semblé absolument révélateur, justement, du changement de rapport de force dans les affaires internationales. On n'a pas trop remarqué, et c'est pas par hasard qu'on l'a pas trop remarqué, c'est l'attitude d'un pays comme le Mexique. Alors je rappellerai 3 événements mexicains qui coïncident avec la période actuelle. C'est il y a 5 semaines, le président mexicain, ou il y a 1 mois, 2 mois, dit qu'il est prêt à accorder l'asile politique à Assange. La semaine où la Russie attaque, il envoie une protestation à l'ambassade des États-Unis disant que il en a marre que les ONG américaines se mêlent des affaires intérieures mexicaines et que ça suffit. Et je pense pas que c'est tout à fait par hasard. Et puis quand la guerre a éclaté, il a dit le Mexique ne fera jamais la guerre à la Russie. Bon, alors c'est évidemment des proclamations, mais le Mexique, vous avez regardé sur la carte, si le Mexique ose dire ce qu'il n'aurait même pas osé dire il y a 2-3 ans, c'est que le rapport de force est en train de changer. C'est-à-dire qu'ils sont en état de comprendre que maintenant, ils peuvent dire ce qu'ils ne pouvaient pas dire avant. Le président mexicain est allé à Cuba, au même moment d'ailleurs, et ils ont signé, et il a déclaré que Cuba devrait recevoir la médaille de la dignité humaine pour les 60 ans de lutte contre le blocus. Tout ça, c'est pas du vent. C'est-à-dire qu'en fait, si le Mexique a ce courage, c'est parce qu'il sent que les choses sont en train de changer. Et ça me semble très important. Alors, on l'a pas remarqué ici, on n'a même pas beaucoup même parlé aux États-Unis, mais ça me semble absolument fondamental. Ils ont quand même relayé. Oui, ils ont relayé, mais enfin, les Obrador n'avait pas condamné. Oui, mais c'est l'invasion de la Russie. Alors que le Mexique est quand même formellement membre de l'ALENA, ce qui a priori, bon. Pourrait donc évidemment on s'éloigne beaucoup de la Russie, mais il faut y revenir parce que ça va encore plus loin quand le Sénégal sermonne l'ambassadeur d'Ukraine en lui disant qu'il n'a pas le droit de venir recruter des Sénégalais. Bon, le Sénégal c'est pas quand même une grande puissance et puis plutôt le Sénégal a priori est allié de l'Occident, etc. Voilà, bon, voilà, donc on sent que les choses changent. Oui, et il faudra prévenir la mairie du 14e qui m'a envoyé un courriel pour me mobiliser pour défendre l'Ukraine. Oui, c'est ça. Mais là, je pense qu'on se rend... C'est pour ça que quand tu parlais du rideau de fer, c'est que le rideau de fer, il peut avoir 2 côtés. Et que le rideau de fer, c'est peut-être pas forcément celui qui va souffrir de ce rideau de fer, c'est pas forcément celui qui le met. Là, on est effectivement sur ce qu'on a évoqué, c'est-à-dire que ce qui se profile de manière certaine, même s'il y a énormément de choses qu'il est absolument impossible de prévoir, oui, bien sûr, de conjecturer, c'est clairement une grosse crise.
Exactement. On a eu un petit aperçu déjà avec ce qui s'est passé avec le Covid, mais là, ça ne va pas arranger les choses. C'est sûr que ce qui se passait avec le Covid n'est en fait que l'annoncement d'une crise systémique. Ce que fait la Russie maintenant confirme que le rapport de force est en train de changer à l'échelle internationale et que la Russie peut se permettre ce qu'elle ne pouvait pas se permettre il y a quelques années. Même Macron, il le dit. Oui, à demi-mot, mais il le dit, voilà. Il dit le monde d'avant l'Ukraine, d'après l'Ukraine, ça ne sera plus le même monde. Exactement. Ou même, ils ont intériorisé le fait que cet événement va tout faire changer. C'est ça, et c'est pour ça que je pense que tous les discours de pause, c'est des pauses, c'est du théâtre, tout ce qu'ils sont en train de nous dire, parce qu'ils n'ont pas les moyens de mener la politique qu'ils disent mener. Et je pense effectivement, comme toi, que d'ici quelques jours, tout au plus d'ici quelques semaines, on va avoir des surprises qui vont montrer que le nouveau monde est en train de se bâtir. Et même, justement, je pense que l'ancien est en train de se fissurer. Il est en train de se fissurer. Alors, en plus, effectivement, le rapprochement russo-chinois dans le concret. Alors, chacun joue sa partition au niveau diplomatique, mais sur le côté concret, c'est-à-dire les rapports économiques, les rapports technologiques, les rapports financiers, on voit qu'au contraire, tout s'est mis en place. Mais désormais, ça se voit. Juste une incise à ce propos du rapprochement avec la Chine. Je ne l'ai pas mis en ligne, mais j'ai plein de trucs qui viennent des États-Unis que je regarde sur le clan adverse de Biden, c'est-à-dire les Trumpistes, les républicains, etc. Non pas les néoconservateurs, parce qu'en réalité, ce que les gens en France ignorent, c'est que les néoconservateurs, en fait, ce sont les démocrates. Bien sûr. Et les faucons, viennent également de ce camp-là. Donc, ce qui est considéré comme la droite américaine, qui n'est pas plus à droite que la soi-disant gauche du parti démocrate, la très mauvaise, elle l'avait déjà très mauvaise avec l'Afghanistan, mais là, le principal reproche, d'ailleurs parfaitement, clairement exprimé par Mearsheimer il y a déjà 6 ans dans sa conférence remarquable sur la question ukrainienne, le gros problème pour tous ceux qui sont pas complètement abrutis, les adeptes de la réelle politique à la Mearsheimer, ou jadis ce bon Kissinger, c'est de dire, mais attendez, notre véritable problème, c'est la Chine, et là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous jetez les Russes dans les bras des Chinois. Oui, bien sûr. Et maintenant, nous avons les deux contre nous, c'est complètement con. Et même un peu plus, puisque le président iranien est venu à Moscou. Donc ça rajoute encore une louche. Les deux grands satans, maintenant, ils vont s'unir contre... C'est pas malin, ils leur disent, y compris aujourd'hui, y compris les Trumpistes bon tas. Oui. Donc, ça c'est un point très très important que tu as évoqué. C'est absolument fondamental, et ça explique la suite. Ça explique aussi, par exemple, pourquoi un pays comme l'Inde, qui a priori fait partie du Quad. Voilà. L'Inde, que tout nous analyse, laissait croire que l'Inde va être, d'autant plus les Américains, ils ont eu comme vice-présidente une Indienne. Ah oui, c'est vrai. Donc, elle se positionnait que Kamala Harris, ça sera la carte d'entrée américaine auprès des Indiens. La carte d'entrée multiculturelle. Multiculturelle. Et féministe, bien sûr. Et féministe, et multi-identitaire, tout ça. Et les Indiens, c'est ce que peut-être le point solide de Poutine, c'était depuis 20 ans, lorsque la Chine a songé à mettre en place une histoire d'une banque mondiale, en substitution à la banque mondiale d'aujourd'hui, que Poutine il a eu le courage de dire sur le plan économique, je peux assurer mes arrières. Parce que ça confirme ce que tu dis, la guerre, ça sera une guerre économique. Mais la guerre économique, si il y a la Chine, l'Inde, et puis tous les pays satellites à côté, la Russie, elle pourra commercer, elle pourra échanger, il y aura un problème de troquer le dollar avec
une autre monnaie. Oui, c'est ça. C'est en train de se faire. Si on regarde les différentes guerres que nous avons évoquées, celle de Saddam Hussein, celle de Kadhafi, et même celle de la Syrie, ce que ces pays-là songeaient un jour de sortir du dollar, de la méprise de dollar. Et à chaque fois où ils avançaient, Saddam il voulait vendre son pétrole avec une autre monnaie de singe, et Kadhafi il voulait inventer une monnaie à l'africaine, et à chaque fois l'Amérique a frappé. Là, c'est peut-être le point le plus important qui a coïncidé avec la personnalité d'un homme. Quoi qu'on dise, c'est quand même, comme on dit, c'était un enfant d'heureux, où il a le sens oui, de l'injustice et le sens de l'honneur. Et dans la politique, ces deux éléments, ils peuvent donner des actions importantes. Alors, oui. Je te laisse poursuivre sur le thème que tu abordais, donc rapprochement avec la Chine, enfin les BRICS comme on disait. Oui, c'est ça. Même le Brésil aussi qui était quand même avec Bolsonaro. Et donc on voit bien que là le coup de théâtre de Poutine a clarifié les choses tout d'un coup. On voit bien où sont les conflits, la dialectique, comme on dit chez nous, les contradictions et les rapports de force qui sont déjà là, qui sont en train de se dessiner, et qui vont être ceux que nous allons probablement connaître, dont nous allons connaître le développement, probablement pendant de nombreuses années à partir de maintenant. Oui, et je pense d'ailleurs que... Enfin, on ne va pas évidemment imaginer voilà, ce qui va se passer, mais on peut remarquer que c'est un tournant. Voilà, et on pourra supposer sur le plan économique que les pays occidentaux et les nôtres en particulier, on va commencer à en baver. Ça, c'est clair. Je pense qu'on va... Les Russes vont baver, c'est ce qu'on leur a expliqué. Il fallait entendre les commentaires ce matin à la radio, je ne vais pas me développer là-dessus, ahurissant, où on expliquait que oui, maintenant, ils espéraient que la population allait se révolter contre Poutine parce qu'il les privait de société de consommation. Ouais. Alors en pratique, c'est vrai que c'est ce qui les menace, mais ça donne une idée de la veulerie. Oui. Parce que pour eux, c'est quasiment normal que ces gens-là, la seule chose au fond qui va les intéresser, ces pauvres couillons de moudjik des steppes là, c'est de retrouver le confort de vie qu'ils n'avaient pas d'ailleurs, parce que quand même, faut pas non plus. Donc, ou la perspective de l'avoir. Donc ça, c'est un point essentiel, comme on dit dans l'ordre de ce qu'ils appellent la domination symbolique. Oui, mais en même temps, les mêmes qui tiennent cet argument pour la Russie ne posent pas la question de savoir si demain il y aura encore du pain dans les rues de Kiev. Oui, du pain. Hein, je ne parle pas de consommation. C'est grotesque. Donc l'Ukraine va tenir par pur idéalisme national, sans pain, sans rien. Oui. Alors que comment l'économie ukrainienne va tenir, qui est déjà totalement effondrée. On va évoquer les conséquences immédiates sur l'Ukraine et des pays voisins, y compris nous. Mais ce que je voulais évoquer, et là je vais peut-être rendre la parole à notre ami ex-soviétique, c'est que il y a non seulement cet aspect économique brutal et qui est un véritable séisme qui se prépare, après le séisme, je dirais, purement politique, militaire, stratégique. Il y a un bouleversement qui, à mon avis, au moins aussi important dans les têtes des uns et des autres, qui font que peut-être que, entre autres, vu de notre point de vue occidental, il va peut-être falloir qu'on se mette à penser que nous ne sommes pas forcément l'empire du bien pour tout le monde. Que certains ne voient pas les choses exactement comme ça, et certains ont peut-être une autre idée de ce que ça peut être la démocratie, ou le pouvoir du peuple, ou une société juste et conforme aux attentes des uns et des autres. Alors, peut-être que tu pourrais nous en dire un mot. En tout cas, le point de vue ex-soviétique. Oui, alors le point de vue ex-soviétique, il faut que... Bon, je sais que je parle à un certain public, mais tout de même, l'empire du bien, en lequel le français lambda était à peu près sûr... auquel il fait allégeance et il est devenu un vassal zélé.
tout à fait, n'est pas seulement vu tout à fait autrement de l'autre côté du rideau. L'ex-rideau de fer. Voilà, l'ex-rideau de fer. Il est en grande partie par beaucoup de gens vécu comme l'empire du mal. Suite, même avec la société de consommation. Alors ça ne les dérangeait pas d'aller à Courchevel se faire quelques... Certains, quand même. Oui, même eux, que certains, mais d'autres allaient aux Galeries Lafayette et d'autres encore juste se balader dans le Louvre ou je ne sais pas où. Enfin, ça c'est autre chose pour eux. Mais l'actuel monde occidental, pour ainsi dire, et avec tout ce qu'il impose à la Russie et à la population, y compris les changements sociétaux qu'ils ne veulent pas accepter, ça leur fait penser, et là, je ne sais pas, je n'ai pas fait des sondages, mais je dirais 70, 80, 90% de la population, beaucoup, qui perçoivent l'ensemble de cette espèce d'Occident en tant que, unité, en tant qu'empire du mal. Et ça, c'est clair. Donc, je dirais pire. Alors, il est empire du mal, bien sûr, pour les Irakiens, les Russes ou autres, je sais pas, Afghanes, enfin bon. Mais aussi pour lui-même. C'est-à-dire que l'Occident, depuis ces dernières décennies, là c'est manifeste, mais depuis la guerre froide en réalité, a démoli les bases de sa propre consistance morale. Ce qu'ils appellent les valeurs. Ce qu'ils appellent les valeurs, autrement dit... Ce qu'ils appellent les valeurs. Oui, ce qu'ils appellent. Ce qu'ils appellent les valeurs. Côté en bourse ou pas. Et également... Oui, ça c'est la valeur. Et également au niveau de la culture et de l'éducation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il suffit de dire qu'il y a quelques écoles, encore quelques-unes en France, où... de fait, la table de multiplication est une option. Je ne dis pas de n'importe quoi, ça vient du terrain. Hein. C'est-à-dire, de fait... On n'apprend plus la table de multiplication? Non. Ah bon? Si. Ça dépend. Mais si. Mais il y a les endroits où si on l'impose pour de vrai, c'est de la violence. C'est mal vu, c'est de la violence. Donc enfin... C'est de la violence symbolique. Donc... on verra les conséquences dans quelques années, probablement, mais de ce qui a été fait durant les 20 dernières années, on le voit déjà. Ça, les Russes ne sont pas preneurs. Ça, ils sont absolument pas preneurs. Alors ça, c'est un côté tellement crucial qu'on ne se rend pas compte dans le quotidien ici, à quel point c'est aussi également visible de loin. Je veux dire... oui. Ouais, maintenant ici on est plongé. Je c'est visible de près aussi, parce que je le vis au quotidien dans la librairie. Mais bien sûr, mais on prend l'habitude, voilà, et puis il y en a deux qui sont un petit peu comment dire, dans la décadence intellectuelle, et puis un troisième qui tient encore, etc. On se dit toujours que ça va aller. Mais vu de loin, non. Vu de loin, c'est l'image d'ensemble. Et qu'on vous dise que vous qui êtes en train quand même, enfin nous, pour eux qui se dit, c'est un pays qui n'a pas renoncé au progrès. Je veux dire, qui est tenté par la société de consommation de s'effondrer dans cette espèce d'apathie consumériste, mais dans lequel il y a des forces vives, toujours jusqu'à présent, beaucoup plus vives que ce que nous pouvons observer autour de nous ici, qui ont envie de se développer, c'est-à-dire d'apprendre, d'étudier, d'inventer, de mettre au point de la vraie innovation aussi, parce que là, c'est pas l'innovation. Donc, au vu de ce qu'on leur propose sous forme, regardez comment ça se passe là-bas. Là-bas, c'est des directives. Là-bas, c'est des directives de l'UNESCO, de l'ONU, pour l'éducation, sur de différents plans, sur le système le protocole bolonais, là, comment ça s'appelle. Oui, voilà. Tout cela, ça n'est pas conforme au système ancré de l'éducation en général là-bas. Donc c'est une violence à ce système. Il en résulte l'effondrement de ce système encore plus rapide, encore plus détériorant
qu'ici, parce qu'ici c'est long. On s'est habitué, enfin on s'est conformé, bien que les grandes écoles françaises, enfin ils ont résisté longtemps, enfin n'est-ce pas? Quand même, comparé à certains autres endroits de l'Europe. Donc tout cela, le russe n'est pas du tout preneur. Et donc ça les consolide devant. Encore une fois, qu'est-ce qui les consolide? Ça aussi, ça les consolide devant. Moralement, ça les consolide devant cette espèce de guerre d'information et autres qui est depuis longtemps dure contre la Russie et ça n'arrête plus. Je te laisse terminer, mais dans le prolongement de ce que tu as dit, toujours à propos de l'univers symbolique dans lequel sont les Russes, et pas mal de leurs voisins aussi, les Russes, la Grande Russie au sens large on va dire, il y a quelque chose qui est pourtant absolument évident pour quiconque regarde un planisphère, qui en avait parlé la semaine dernière, c'est que le Russe est totalement sensible à l'espace immense dans lequel il vit et qui est le sien. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus aussi? Je ne peux que le répéter, c'est que tout ce qu'on nous raconte sur le pays de la non-liberté que serait la Russie, enfin la liberté c'est une chose, c'est que ce qu'on peut dire à la télé ou on ne puisse pas dire, ou dire déjà sur ce plan-là, on peut tout dire à la télévision russe, sauf la semaine dernière parce que c'est une situation. Même là, même maintenant, ils invitent des experts ukrainiens pour parler au nom de l'Ukraine. Je vous jure, c'est comme ça. Et c'est beaucoup moins sévère et restrictif que ce que nous faisons nous. Non, ils disent ce qu'ils veulent. Ils se font gueuler dessus, mais ils sont admis parler à la chaîne centrale de télévision. D'accord ? Sans parler de tous les youtubeurs, etc. Bon, à la fois, il faut vraiment se commettre très gravement avec des services spéciaux, je ne sais pas quoi, pour se faire arrêter pour ça, pour se faire poursuivre, etc. Donc, la parole, elle est libre. Même Navalny de sa prison, il écrit. Là, oui, tous ceux. Bah oui, non, mais quand même. Voilà. Ensuite, tout l'entrepreneuriat, etc. Bien sûr, c'est pas libre au sens du vrai libre, mais c'est beaucoup plus libre que ce que nous avons en Occident où tout est verrouillé. Si vous n'êtes pas déjà en place, vous ne pouvez pas occuper, même au maillon moyen, monter quoi que ce soit. Les start-up ici, hein, c'est ça s'appelle. Bon, vous en trouverez quelques-uns, mais bon. De toute façon, ça produit souvent de l'air. Enfin, voilà. Donc là, ce sentiment d'une liberté dans la vie, c'est-à-dire que vous pouvez réellement envisager ceci ou cela, et pas seulement habiter votre 9 mètres carrés. Faire quelque chose, on a l'espace de rêver de quelque chose et de le faire. Tout est relatif sur ce plan, mais beaucoup plus qu'en France aujourd'hui. Et puis, il y a bien sûr la liberté en tant que vécu quotidien. Maintenant, ça se pourrit dans les grandes villes, mais tout de même, avoir rien que l'espace disponible pour voyager, pour se déplacer, pour avoir ses copains à 10 000 km, et que c'est les mêmes, en fait. Voilà, tout ça, ça fait partie des vécus, micro-vécus, pour ainsi dire, quotidiens, absolument vitaux, où quelqu'un se sent dans un espace où il a de la place. Voilà, donc c'est l'esprit de liberté, si l'on veut dire. Alors, une question. Moi, je ne sais pas. Je pense l'attitude du peuple russe, qu'il va obligatoirement se confirmer dans les jours à venir, ce n'est pas une attitude de rejet du système démocratique. C'est le rejet de l'Occident, qu'il ne veut pas admettre que la Russie, c'est un pays avancé, c'est un pays où il ne doit pas être traité comme il traite les pays en Afrique ou ailleurs. C'est peut-être plutôt ça, plus autre chose. C'est que rien d'observer, n'importe quel observateur, de voir que depuis les années 90, depuis que l'Union soviétique s'est transformée en pays semblable à l'Occident. Ça a fait 3 décennies jusqu'à maintenant où elle
se comporte avec dominateur, méfiant. Alors, elle ne se méfie pas peut-être sur le plan ni raciste ni culturel. Ils sont méfiants à l'égard de tout peuple ayant la capacité de ne pas obéir à l'ordre mondial. C'est cette méfiance-là de l'Occident qui devient incompréhensible pour les Russes. Pourquoi ils les traitent comme ça? Pourquoi? Parce que c'est le seul pays qui est capable de défier la domination. Absolument. De le défier militairement. Militairement. Le point essentiel. Et non seulement, Dominique, non seulement militairement. Oui. Militairement et culturellement aussi. Oui, Parce que c'est le pays de la même culture. Et qui prend les valeurs et autres, tout ça, occidentales, au premier degré et au sérieux. Qui est une sorte de miroir pour l'Occident où il se voit hideux. Alors, c'est une perche pour ma dernière question. Après, je vais repasser la parole à Bruno pour une autre question un petit peu différente. Toujours à propos des Russes, une chose qu'on a du mal à comprendre, nous, qui est présente aux États-Unis, aussi multiculturelle que soit la société américaine, c'est un des pays les plus chauvins que je connaisse. On parle de patriotisme, une chose comme ça. Aux États-Unis, c'est vraiment le chauvinisme. C'est un pays où vous avez une maison sur 10 où il y a le drapeau américain, etc. Et autres. J'entre pas dans les détails. C'est voilà, mais et les Américains sont contents d'être Américains pour la plupart, évidemment, d'une manière un peu différente. Si tu es dans une banlieue pourrie, que tu es noir dans une banlieue pourrie de Baltimore ou de Los Angeles, il est un peu moins content d'être Américain, mais globalement, il y a cette espèce de truc du drapeau et autres. En Russie, c'est quand même très différent. C'est tout simplement, enfin, je parle sous ton contrôle, qu'ils sont tout à fait contents d'être Russes. Ils sont plutôt fiers d'être Russes et de l'être depuis longtemps. Écoute Dominique, la principale attaque, disons soft, dans la guerre froide, c'était de faire croire aux Russes que c'est honteux d'être russe. Oui. Donc, et ça a été... il y avait des mégatonnes de pourriture qui ont été déversées par les médias dans les années 80, fin 80 et 90. C'est incomparable à tout ce que nous voyons ici du point de vue de la brutalité de la rupture. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait jusqu'à 86 et tout ce puis aller en 90, 91, comparé sur 4-5 ans la différence. C'était juste, oui, c'était honteux, dans le sens où le peuple qui a gobé ça, après, il a dû encore se sentir dans la honte, non seulement d'avoir été avant, je ne sais quoi, en plus avoir gobé ça, quelque part. Donc, c'est-à-dire que c'était une calamité. L'arrivée dans le monde libre, de la liberté, du libéralisme, etc., et de ces merveilles, c'est quand même, je crois, unanimement connu par les Russes aujourd'hui comme la période la plus sombre de leur histoire. Ah, mais bien sûr, c'est une des plus sombres dans les 1000 ans de l'histoire. Non seulement pour les raisons subjectives que tu évoques, mais d'un point de vue économique. Alors, bien sûr. Et les conséquences, de toute façon, les conséquences destructives sur le pays dans les années 90 sont comparables, voire supérieures à la Deuxième Guerre mondiale. Oui. C'est-à-dire par le nombre de vies perdues physiquement ou physiquement, parce que les gens qui étaient, écoutez, pour comprendre, les gens qui ont 25 millions de morts en Russie. Oui, comparer la différence de la population avant, mais on ne parle pas des gens qui sont partis, l'émigration bien sûr qui sont partis, mais les vieux qui sont morts. Écoutez, dans ma famille, tous les vieux sont morts dans les années 90. J'ai pas eu un seul mort depuis 2003 ou quelque chose comme ça dans ma famille. Et entre 89 et 2000, il y a, je ne sais pas, 10 vieux qui sont partis. Et les vieux avaient 65 ans, 66 ans. C'est pas vraiment des vieux. Okay. Bon, certains plus, etc. Non, mais après, en plus, c'est des AVC, c'est des choses qui arrivent parce que ces gens-là ont vécu dans un monde où on les soignait, dans un monde où ils étaient sûrs de leur avenir, où
qu'il ressentait en tant que membre de ce monde, qu'il soit content de ceci ou de cela ou pas. Ils n'étaient pas en recherche de sens. Et malheureusement d'ailleurs, donc à la fin, aujourd'hui, ils le connaissaient le sens. Oui, il était presque automatique et presque trop. C'était là-dessus qu'ils se sont cassés les pieds. Et donc, où ils contribuaient à leur retraite future, et les personnes qui avaient été avant, les ingénieurs, les grands scientifiques, se retrouvent à fouiller les poubelles, d'accord, et à être dans la misère la plus affreuse, à quoi on n'aurait même pas pu songer il y a 5 ans auparavant, les mêmes personnes. Donc statistiquement, vous avez les morts nombreux dans cette génération-là. Vous avez bien sûr les gens qui sont partis, vous avez l'infrastructure détruite, il y a des images pour ça, vous avez des zones mortes, des centaines de kilomètres avec des usines abandonnées, des scieries abandonnées, de ceci, ça. J'ai même un album de photos là-dessus. Oui, non, mais c'est... Voilà. Sur ces aspects concrets, mais pour repasser un peu à la macroéconomie et la stratégie, il y a, on l'a évoqué tout à l'heure, toute une série de mesures et de dispositions qui sont prises, mais où en même temps, il y a qu'à d'ailleurs écouter Macron qui commence à serrer les fesses et qui l'a laissé entendre, hein, ça l'est très rude pour nous, parce que nous sommes pris un peu comme les Ukrainiens entre le marteau et l'enclume, c'est une image qui a été utilisée dernièrement, entre l'OTAN et la Russie, mais nous sommes entre les États-Unis, qui en ont rien à foutre, en fait, la plupart des problèmes que nous allons rencontrer du fait des mesures restrictives qui sont prises, puisque par exemple le gaz, eux, ils veulent nous en fourguer, 4 fois plus cher, évidemment, et ainsi de suite. Donc, mais le problème, c'est que nous, ça va, que ce soit les questions de gaz, d'énergie, de métaux rares, de blé, de toutes sortes de choses, dont une des raisons sans doute pour lesquelles Poutine et son clan ont jugé que le moment était venu parce que le rapport de force leur était favorable, c'est que s'ils voient un petit peu plus loin que le bout de leur nez, je pense que c'est le cas, ils savent bien que le temps joue pour eux. Mais de toute façon, ça se mesure, ne serait-ce que quand ils ont annoncé, par exemple, avec tambour battant, qu'on allait couper avec les banques russes. Ils ont dit, hormis certaines. Alors moi, j'ai regardé le hormis certaines quand même. Et le hormis certaines, c'est la première banque russe, Sbetneft, et la troisième qui s'appelle Gazprom Bank. Oui. Donc ça veut dire que derrière tout sans compter que les banques qu'ils ont mis en banqueroute, oui. Qui va morfler, pas les banques. C'est les détenteurs d'actifs. C'est ça, oui, voilà. Les gens ne voient pas. Et probablement très peu de Russes d'ailleurs. Donc, à part ceux qui ont plein de thunes, tant pis pour leur gueule. Et c'est le retour à l'URSS. Et d'ailleurs, c'est peut-être très bien parce que du coup, ça va affaiblir ce qu'on pourrait appeler les mauvais Russes. Oui. Donc ça, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ça, c'est évident. Et puis, je pense que les fameuses sanctions vont se retourner très fortement contre l'Europe. Mais je pense qu'il y a un aspect aussi fondamental dans cette guerre. C'est que cette guerre, elle n'est pas seulement... Quand les États-Unis ont fait la stratégie de la tension, ils visent la Russie. Mais c'est aussi une guerre contre l'Europe, contre les pays européens. Parce que, on l'a bien vu d'ailleurs aux hésitations allemandes. C'est-à-dire que les industriels... Parce qu'en Allemagne, on a deux Allemagnes, en fait. Alors, je parle évidemment dans les élites. Vous avez toute cette Allemagne qui a été créée par les Américains, qui est totalement pénétrée d'agents d'influence américains depuis le début, puisque c'est les États-Unis qui ont créé la République fédérale d'Allemagne. Et puis, l'Allemagne, c'est aussi l'industrie. Or, l'Allemagne ne sait pas désindustrialiser. Or, les industries allemandes, elles ont bien plus d'intérêt à coopérer avec largement l'Eurasie, en grande partie la Russie, mais largement l'Eurasie. De l'Atlantique à l'Oural. Et même un peu plus loin. Et même jusqu'à Vladivostok. Voilà, donc on sent bien d'ailleurs, et c'est intéressant, parce que quand on analyse en Allemagne l'attitude à l'égard de la Russie, il y avait une coalition qui peut nous paraître évidemment un peu étonnante, c'est-à-dire une coalition entre guillemets pro-russe, c'est le patronat allemand et la DGB, c'est-à-dire les syndicats allemands. Parce que là, sur le coup, ils ont le même intérêt, c'est préserver les usines existantes. Et puis, de l'autre côté, toute la bureaucratie allemande, les Verts, les machins, la ministre des Affaires étrangères, enfin, tout l'État profond allemand qui n'est qu'une succursale de l'État profond américain. Et on voit bien, donc, que c'est aussi une guerre contre l'Allemagne. Et donc, certains prétendent même que c'est l'État profond américain
qui est une succursale de l'État profond allemand Oui. d'autrefois. Oui, d'un certain moment. Bon, d'un enfin, certain de moment. toute façon, il y a un jeu. Mais, bon, par exemple, je prendrai un exemple qui date de 2014, les sanctions de 2014. En 2014, Siemens avait signé un accord avec la Russie pour moderniser les chemins de fer russes. Bon, bah, moderniser les chemins de fer russes, c'est un très beau contrat, Oui, quand même. oui, Si on regarde la une carte, on bonne comprend affaire, que c'est... une belle affaire, Bon, bah, ouais. ça leur est passé sous le nez en 2014 avec nos, entre guillemets, nos sanctions. Donc, ils l'ont un peu mauvaise, j'imagine, à Siemens, d'avoir raté ce contrat. Et tout ça, ça ne fait que s'accélérer. Par la guerre, grosse malheur. Voilà, ah ben oui, ben voilà. Donc, et je ne parle pas évidemment que derrière la Russie, il y a l'Eurasie, il y a la Chine, il y a plein de perspectives économiques qui passent par la Russie. Et la Russie, rappelons-le une fois encore, qui non seulement n'est plus communiste, Oui, ça, c'est déplorons, mais elle n'est plus du tout... Le fait est là, oui, ça c'est certain. Mais qui, du coup, ne comprend pas pourquoi elle qui ne demande pas mieux que d'élargir l'Europe, et même être le nouveau protecteur des Européens au niveau militaire, s'ils se sentent menacés. C'était ça le rêve. Ils ont demandé à adhérer à l'OTAN, c'était pas une blague. Donc, pourquoi on veut pas d'eux? Parce qu'on est méchants. Mais ça, c'est ça qui a, Voilà. là, je pense que c'est le changement fondamental. C'est-à-dire que les Russes ont découvert que les pays occidentaux, et en particulier les États-Unis, ne toléreraient aucune Russie, quel que soit son régime. Et d'ailleurs, c'est Brzezinski qui l'avait bien dit, quand il avait dit qu'il fallait casser la Russie en 4 ou en 5. Et qu'il a écrit. Bon, je pense qu'il a été mieux lu à Moscou que ici. Brzezinski, ils l'ont beaucoup lu à Moscou, ils ont tout compris. Aux États-Unis, ça a été bien lu. Oui, non, aux États-Unis aussi, mais ça, bon. Ça a été appliqué, c'est le moment où on est passé, on en a parlé lors de le chaos dans le chaos, où on est passé de Nixon, Kissinger, à Brzezinski et les démocrates. Oui, oui c'est ça. Brzezinski, ancien émigré de l'Est, bien etc. sûr, Aristocrate qui avait bonne vieille haine du russe sous ses angles et tout ce qui peut rapprocher. Oui, qui n'était pas que la haine du soviétique, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Oui, Alors, l'impact sûrement des événements, ça sera plus fort, plus dur sur les Européens. Oui. Ah ben, il est perdant. Hein. Totalement. Les Américains. Macron t'a prévenu. Hein. Faut serrer les fesses, hein. Il l'a dit. Tout de suite, les États-Unis, ils ont relancé de nouveau le gaz de schiste. Avec ce qui se passe. Oui, évidemment. Parce qu'il était cher, ça coûtait très cher, le gaz de schiste. Ils avaient calmé un petit peu. Là, ils ont lancé la machine et ils vont pouvoir vendre le gaz de schiste pour remplacer le gaz russe. Mais plus cher. Joe Biden, lorsqu'il a vu que l'Arabie Saoudite était hésitante dans le choix de l'Alliance, qui était même l'Arabie Saoudite prête à voter contre les MBS même a pris des positions surprenantes. Que Biden l'a contacté et lui a confié la mission de jouer l'intermédiaire entre Poutine et qu'il va essayer de mener les négociations. Et Macron, dans son discours, dans sa candidature, il promet au peuple français, en leur disant ça va être dur, il y aura le prix de pétrole peut-être de gaz sera cher, mais moi je veux prendre contact avec les pays d'Afrique, d'Asie, machin. C'est ce que Biden lui dit, on est capable de vous vendre de gaz si il y a. Donc en tout cas, le poids, ça va peser sur le dos des Occidentaux. L'Allemagne, alors quand même, on ne peut pas s'empêcher de dire que si aujourd'hui nous sommes arrivés à un conflit pareil, c'est que les militaires de l'Europe, franchement, il faut regarder tous les ministres de défense des pays européens. Oui, si on veut rigoler un coup. Oui. Comment veux-tu que ces dames, avec tous mes respects,
et vont organiser une riposte, une guerre. Non, mais je parle, comme disent les anglo-saxons, don't even think about it. Ouais. Ouais. Donc là, on va voir, particulièrement en France. Et d'ailleurs, personne ne s'imagine sérieusement qu'on va faire autre chose que de la gesticulation. C'est ça, c'est de la C'est gestion. ridicule, hein, mais Ouais. bon. Ouais. Mais ils savent très bien où ça se joue, effectivement. Alors là, je vais apporter mon grain de sel. La denrée clé, je ne serais pas surpris de la part d'un marxiste, bon teint, un peu économiste quand même, la denrée d'exportation fondamentale des États-Unis, c'est sa monnaie. La monnaie, dans la logique marxiste, comme vous le savez, c'est une marchandise et c'est l'équivalent général. Et l'économie mondiale a besoin d'un équivalent général et telle qu'elle est organisée, elle ne peut pas en avoir plusieurs parce que c'est basé sur la confiance qui elle-même est basée sur la puissance. CQFD, Oui. l'Empire américain. Là, il est vacillant. Oui. Jusqu'ici, rien ne pouvait remettre en cause le dollar, pas davantage d'ailleurs les soi-disant crypto-monnaies ou autres que ces trucs-là. En revanche, si les événements font que, bien qu'on soit loin d'en être là, hein, pour des tas de raisons qui seraient trop long de détailler, mais que tout le monde a déjà un peu expliqué, une fois encore y compris nos dirigeants, sauf le maire qui est allé raconter quand même des trucs particulièrement ridicules dernièrement. D'ailleurs, il s'est excusé après. Mais enfin, bon, on pouvait pas attendre moins de lui. Mais enfin, donc le remplacement de la marchandise universelle, l'équivalent universel dollar requis pour pouvoir justement commercer, va être battu en brèche. Il y a vraiment deux mondes qui s'isolent l'un de l'autre, où là, ils vont être forcément conduits à avoir du troc pour les échanges qui se feront entre deux, mais pour cet autre monde, ils auront leur propre équivalent universel, sauf que ça ne se fait pas en deux coups de cuillère à peau. Donc ça fait partie des choses qui vont peut-être évoluer, mais qui vont prendre du temps. Donc pour l'instant, il faut quand même se dire que l'argument essentiel dont disposent les États-Unis, en dehors de son appareil militaro de moins en moins industriel, c'est le dollar, évidemment. Et c'est évidemment la rapacité et l'avidité de tous les actionnaires de par le monde, donc de tous nos micro-capitalistes, micro- ou macro-capitalistes un peu partout, pour qui c'est quand même le Graal. Hein. Donc, ça, c'est un élément qu'il faut avoir présent à l'esprit, mais justement, l'intérêt, c'est que pour la première fois depuis longtemps, depuis très très longtemps, depuis Bretton Woods, le dernier épisode marquant, bon, après la fin des accords de Bretton Woods, mais qui ont conservé et même amplifié le rôle du dollar, simplement qui n'était plus convertible. On en est toujours là, et si on en était arrivé là, c'était fruit des circonstances historiques, mais aussi parce qu'on n'avait pas trouvé mieux, et ça faisait un moment que tout le monde essayait de trouver une autre solution, mais bon, ils en sont là, et pour l'instant, ils n'ont pas d'idée de ce qu'ils vont faire. Donc pour l'instant, il faut d'abord sauver ces miches, savoir comment on va se chauffer l'hiver prochain, comment on va mettre ce qu'il faut dans nos smartphones à la con, ou les trottinettes encore plus à la con, Dieu sait quoi. Ça va les perturber pas mal, et ça les inquiète beaucoup, d'autant que ils avaient eu la bonne idée de commencer à fermer nos centrales nucléaires, et peu de temps après, avant même cet épisode de bouleversement géostratégique, ils ont commencé, on a vu d'ailleurs le retournement de veste à peu près général, sauf pourtant d'un spécialiste du retournement de veste qui est Mélenchon. Quand même, lui, c'est à peu près tous les 15 jours. Mais là pour l'instant, il tient sa ligne, je ne sais plus pour combien de temps. Bref, tout ça pour dire que là, il est très très difficile, je crois que personne, évidemment, sérieusement, ne peut dire de quoi demain, ou même l'immédiat demain, a fortiori dans des mois ou même des années, va être fait. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a une rupture qui se fait maintenant, et que l'évolution des forces productives, comme on dit chez nous, se réoriente avec un aspect dialectique qu'on n'avait plus connu depuis fort longtemps, je dirais depuis l'arrivée justement du communisme avec la révolution d'octobre, donc oui. Il y a un siècle maintenant. Donc là, c'est pour ça que c'est vraiment un moment historique, à mon avis, sur la longue durée, quand même considérable, qui est en train de démarrer là. Donc c'est là-dessus que je vais vous inviter à conclure les uns et les autres. Alors, en commençant par toi, peut-être, Soubry.
Oui, moi, du fait qu'on a observé ici, depuis qu'on a travaillé depuis bientôt 20 ans, qu'on réfléchit sur le chaos dans le chaos, là, je sens la première fois qu'il y a un acteur consistant. Et cet acteur, c'est l'événement, c'est la rentrée de la Russie. Je ne sais pas si le peuple russe il va se mobiliser ou non. Néanmoins, il n'aura pas beaucoup de choix, je crois. D'une manière ou d'une autre, il va bien falloir. Néanmoins, il n'a pas beaucoup de choix. Il n'a pas beaucoup de choix. C'est ce que disait notre ami, qu'ils ont observé depuis l'affaire de Midan comment les pays, les acteurs de l'ordre... Le monde libre. Le monde libre, oui, je n'arrive pas à le qualifier. C'est comme ça qu'on disait autrefois, hein, pendant la guerre froide, c'était le monde libre. Ils ont mobilisé tous les salauds pour les envoyer sur la place de Midan pour s'aimer la haine contre le peuple russe qui ne demandait que de faire partie de ce monde libre. C'est comme ça. Les Russes, ils avaient compris la chose. On les rejette et j'aimerais bien que tu essayes d'alimenter ma réflexion. Moi, je pense réellement qu'il y a des nazis en Ukraine. Ah oui, on a oublié de parler de ça. Ah oui. Alors, je pense qu'il y a des nazis. Je réponds brièvement là-dessus. Il y a des partis nazis. Oui, bien sûr qu'il y en a. Mais alors ça, je viens de terminer le montage, enfin plus exactement le sous-titrage d'une superbe vidéo de Jimmy Dore. Vous verrez, vous renseignerez sur qui est Jimmy Dore, etc. C'est un Américain. Il y a des Américains dans les médias, il y a plus de contradictions aux États-Unis que chez nous, oui. Hein, en dépit du fait qu'il y a quand même un fort abrutissement général aussi là-bas, mais qui est entretenu depuis longtemps, et puis en plus c'est leur intérêt. Mais bon, bref, qu'il a consacré à cette question avec deux autres journalistes totalement indépendants juifs, par-dessus le marché, américains, jeunes, et qui ont fait un travail absolument remarquable pour expliquer, vous allez voir ça dure 20 minutes, je viens de terminer, je le mettrai en ligne dès ce soir. Il faut qu'on fasse quelque chose là-dessus. Alors on va en reparler quand vous aurez vu la vidéo, elle est très bien faite parce qu'elle s'adresse au grand public et elle est une réponse impeccable parce que elle est en rapport direct avec ce qui se passe en ce moment, elle permet de comprendre ce qui se passe, y compris la manière dont tournent les combats. Enfin, ce qu'on pourrait appeler des combats actuellement à l'occasion de ce qu'on appelle l'invasion de l'Ukraine, en réalité l'invasion de la Russie par elle-même, et le fait que, par exemple, on a appris cet après-midi que l'armée ukrainienne à Mariupol avait détruit le QG du bataillon Azov. Ouais. Ça, c'était cet après-midi. Ouais. Et c'est le genre de péripéties que nos experts, y compris... de gauche, évidemment, ont un peu de mal à faire cadrer dans le tableau d'ensemble qu'ils nous ont dressé. Donc, mais du coup, ça amène à faire l'historique du bataillon Azov et de tout ce qu'il y a derrière, de l'implication des nazis qui se cachent pas d'être nazis en plus. Hein. C'est pas des néo-nazis cryptiques comme nous en avons derrière Zemmour ou d'autres. Non, eux, ils sont fiers. Hein. Ils sont très contents de l'être. Ils l'assument. Ils le disent. Ils sont visibles. Il faut vraiment se boucher les yeux et les oreilles pour ne pas le savoir. Absolument. Et depuis un bon moment, puisque même avant Maïdan, puisque c'est eux qui ont pris le pouvoir, créé, enfin instrumentalisé évidemment par la CIA. Qui n'en demandait pas tant, mais qu'il a eu et qui a été servi pour le coup. Donc oui, la thématique de dénazification de Poutine, c'est pas des mots en l'air. Et aussi bien les Ukrainiens que les Russes savent très bien de quoi il s'agit. On essaye de banaliser ça. Normalement, normalement c'est nominatif. Donc la dénazification, elle est nominative. Ils y vont, ils savent qui a fait quoi et qui se revendiquait de quoi. C'est ce qui explique qu'il y en a qui, sachant qu'ils sont de toute façon le dos au mur,
vont aller jusqu'au bout et faire absolument n'importe quoi, Ah puisqu'ils oui, savent complètement. que Après- les Russes ne vont pas être particulièrement cléments avec Non, ces non, criminels de guerre. Après, donc, comme j'ai dit, juste un petit complément, puisque dans le film que tu as sous-titré, ça va certainement être. Déjà, juste une chose, c'est que j'ai parlé de l'hymne, enfin, j'ai parlé d'une formation à la haine qui est un petit peu filtrée comme ça partout, mais aussi qu'il y a cette force qui n'est pas dans la devanture, hein, comme ça, mais elle est juste derrière. Juste pour comprendre, Zelensky, le président actuel, quand il est arrivé au... Zelensky, Oui, parce que je te pose ça sous la forme de question, j'ai entendu tant de fois. Comment expliquer que Zelensky, qui est juif et russophone, était désigné comme président et joue le rôle qu'il joue? Donc ça s'explique par le fait qu'ils sont allés au bout du rouleau juste avant lui, en termes de guerre. Personne ne voulait plus la guerre, enfin dans la masse de la population, tout le monde en avait marre de cette haine, tout ça. Et celui-là, comme il est justement de ce profil-là, et plus médiatique, ridicule, enfin le clown médiatique en fait. Donc qu'on a ramené celui-là, il a gagné les élections avec le slogan de la paix, de faire la paix. Bon, alors comment il allait faire, il n'a pas précisé, mais grosso modo, on va y arriver quoi. Il suffit de le vouloir. Bon, alors voilà, c'était ce genre-là. Comment tu vas récupérer les territoires? Bon, on va vouloir et on va y arriver. Donc il arrive au pouvoir avec l'espoir des gens. Après, on va se déplorer leur intelligence, mais en tout cas, c'était comme ça que lui, il va régler les problèmes. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est qu'il est pris par les coudes par cette force, justement. Max Blumenthal l'explique très bien, tu verras dans la vidéo. Voilà, qui ne peut rien faire à son propre nom, même s'il le voulait, mais ça, j'ai quelques doutes qu'il puisse vouloir quelque chose sérieusement, enfin, en tant que politique, parce qu'il ne l'est pas. Son métier, c'est comédien, hein, faut pas l'oublier. C'est comédien, bien sûr. Et même, sa spécialité, c'était de jouer le rôle du président, c'est ça que le président devenu président. Ça, c'est une séquence pour le monde du spectacle, pour ainsi dire, que c'est une illustration. Alors là, actuellement, c'est le Pentagone, la CIA et les nazis qui lui dictent ce qu'il a à faire. Actuellement et avant aussi. Alors, le rapport de force, c'est pas toujours les mêmes, hein, parce que voilà, il faut comprendre, c'est pas si compliqué, si facile que ça. Il y a les oligarques ukrainiens qui sont derrière les nazis, souvent, en tant que financeurs, en tant que parfois juifs eux-mêmes, comme tout à fait, tout à fait. Il s'est défini comme judéo-bandériste, c'est ça. Voilà. Oui. Donc, si tu voulais ajouter de la secte des Lubavitch aussi. Le même il est Lubavitch et finance le bataillon Azov. C'est un fanatique extrémiste. Oui, non, mais bien sûr, non, mais il y a une logique, bien sûr, derrière ça. Mais c'est vrai qu'a priori, avec la logique binaire, c'est incompréhensible. Oui. C'est tout à fait compréhensible, effectivement. C'est l'une des qualités de la mafia ukrainienne qu'elle a regardé le prestige des États de la... Comment il s'appelle? Les Émirats Arabes Unis. Ah oui. Avec tous les hôtels de luxe qu'ils ont bâtis, avec tout le prestige, ils étaient en lien avec la mafia ukrainienne qui délivrait des billets gratuits à des membres de la mafia des jolies filles ukrainiennes pour aller voyager et vivre un mois gratuitement dans les hôtels. Il n'y avait pas de clients lorsqu'ils ont bâti leurs hôtels. Et ils attiraient la clientèle par ça. Et cette mafia ukrainienne, qui a d'excellents rapports avec les pays de Golfe, le Moyen-Orient, les pays de Golfe, il leur fournit des informations sur le nucléaire, sur les jolies filles. Et dans ça, l'histoire d'être juif ou pas juif ne compte pas. Ce qui compte, c'est que le rôle qu'il doit jouer dans cette mafia. Voilà. Et évidemment, c'est la porte ouverte au mouvement nazi. Et il n'a pas tort, parce qu'on essaye un petit peu de ridiculiser Poutine, tous ceux qui prennent la parole en disant mais il dévague ou il est quoi là, le nazisme c'est fini depuis 70 ans, qu'est-ce qu'il raconte celui-là, il est vraiment fou. Mais il y a réellement les nazis qui manipulent.
non seulement ça, là aussi, je vais être très bref, et puis on va passer donc vraiment à la conclusion, parce que le temps file. Vous verrez ça, Blumenthal explique, y compris très bien pour Jimmy Dore, comment ces mecs-là, non seulement sont très présents depuis un bon moment dans l'appareil d'État, y compris députés, politiques, etc., même si on les a mis un petit peu en sommeil, du moins officiellement, ces derniers temps, mais sont surtout très présents dans l'armée, dans la seconde armée qu'ils ont mise en place. Ils se vantent, vous verrez la vidéo, ils se montrent à la télé, ils se cachent absolument pas les mecs, ils sont très contents, ils expliquent comment ils prennent beaucoup de plaisir à massacrer tout le monde, et en plus ils sont très forts parce qu'ils sont ceux qui ont le plus de, on a parlé des fameux missiles anti-chars, la Javelin, de fabrication allemande ou anglaise, je ne sais plus, et ils expliquent qu'ils sont le pays d'Europe, et on est très bien armés, ils disent. Depuis 8 ans, là, on nous a bien équipés, c'est ce qu'a expliqué BHL d'ailleurs. On est le pays qui a l'armée qui a le plus, ou la micro-armée qui a le plus de missiles anti-chars en Europe. Ils le disent, je pense qu'il a raison. Il y en a quand même beaucoup qui ont dû être détruits au cours de la semaine écoulée. Oui, non, d'accord, qu'il y avait. Et puis, bref, et puis on leur a promis de leur en envoyer pas mal, hein. Vous avez remarqué, on leur en envoie d'autres. Hein. Donc je te rends la parole. Pour la conclusion, juste parce que voilà, c'est-à-dire qu'on a parlé de cette gestion par le chaos du monde, sauf que quand on gère le monde par le chaos et assez longtemps, il y a le chaos qui s'installe dedans aussi, dans le cœur du système. Et donc, c'est ce qui menace nous autres pauvres Français, au sens où le centre de l'ordre, pour ainsi dire, c'est-à-dire de la structure, de la normalité de la pensée, on va dire, qui n'est pas délétère, va se déplacer ailleurs. Bien sûr, l'Occident qui va essayer de se séparer, enfin de former sa zone à lui, hein, enfin voilà, la zone dollar-euro, je sais pas quoi. Enfin, elle est dans la zone dollar, hein, je veux dire, on n'a pas le choix, de toute façon, on est vraiment dans le marteau d'un club. Exactement. Nous, on joue les utilités, exactement. Là, on est dans le décor, on s'agite en figurant. Sauf que ce monde, il est déjà, depuis un moment, formé au chaos. Il ne sait plus rien produire réellement que du chaos, soi-disant ailleurs, mais en fait dedans tout aussi bien. Alors comme ça, Macron avait raison. Donc il faut qu'on se prépare au pire. Ça va être dur. Mais ça va pas venir d'ailleurs, ça va venir de... Ça va être dur, voilà. Ça va venir d'ici. Donc pas que pour les Ukrainiens, pour une fois. Alors, et ta conclusion ma conclusion, c'est que de toute façon, la conclusion, c'est que le rapport de force a changé, de toute façon, qu'on ne reviendra plus au rapport de force qu'on a connu, que sur la planète entière, les chefs d'État, on voit, sont en train de commencer à estimer les proportions de ce nouveau rapport de force, et on voit que ça vacille. Et je pense qu'on verra assez vite. Parce que je ne pense pas que ce sera une guerre longue. Je pense que ce sera une guerre qui va se terminer assez rapidement. L'invasion de la Russie par elle-même, tu veux dire? Oui, c'est ça. Je pense. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on va commencer à parler sérieusement. C'est-à-dire qu'on va parler des rapports de force, on va parler des rapports économiques. Alors, ça coûtera cher, hein, ça fera mal. Mais les réalités vont apparaître, les contradictions vont apparaître. Et dans ces réalités, dans ces contradictions, ceux qui n'osaient pas prendre la parole vont commencer à prendre la parole parce que ça fait quand même beaucoup de temps qu'une grande majorité de l'humanité n'a pas la parole. Et que là, maintenant, je pense qu'elle va commencer à prendre la parole de façon beaucoup plus claire. Je parlais tout à l'heure du président du Mexique, mais à mon avis, c'est le sommet de l'iceberg. Hein. Sauf qu'il est bien placé comme sommet de l'iceberg. Donc, il y a encore beaucoup de choses en dessous qui sont sans doute encore plus importantes. Donc là, je ne suis pas devin, je ne vais pas essayer de lire dans une boule de cristal, mais de toute façon, le nouveau monde qui se prépare, ça ne sera pas facile, mais ce sera selon d'autres rapports de force, et je dirais ce qu'on appelle le bloc occidental, à mon avis, est sur la pente descendante, et en Europe, on devrait quand même commencer à penser si on a vraiment intérêt à rester amarré à l'Atlantique Nord ou pas. Ça, très brièvement, je complète, puisque je partage ce point de vue. Souvenons-nous qu'il n'y a pas si longtemps, Macron lui-même annonçait que l'OTAN était mort. Là, il vient d'être ressuscité
On ne sait pas trop pour combien de temps. Pour combien de temps? Oui, surtout qu'on a vu qu'il servait à rien, En plus, particulièrement quand là il aurait peut-être pu être utile. Vous me direz, ils n'étaient pas dans l'OTAN, mais justement, donc, mais surtout, une des rares choses dont, à mon avis, on peut être certain, et qu'encore une fois, notre fondé de pouvoir des banques qui dirige le pays et probablement va être réélu. Il y a toujours la glorieuse incertitude du sport, mais enfin, je crois que là, il y a quand même peu de gens pour parier sur Taubira, par exemple. C'est pour ça que je rigole. Donc, on va s'apercevoir surtout qu'on compte vraiment pour du beurre. C'est quand même, ça va être la dure leçon de la période qui s'ouvre. On compte plus pour grand chose et parce qu'on ne vaut pas grand chose, tout simplement. Ça, on produit plus grand chose. Oui, nos valeurs, on a nos valeurs, voilà, qu'on pousse des grands cris avec, mais à part ça, la valeur marchande de nos valeurs, il va falloir qu'on se préoccupe de la manière dont elles sont assez peu valorisées aux yeux du reste du monde et que pour nous, elles vont poser un problème de valeur. Donc là-dessus, je vous remercie. Merci à tout le public. Il n'y a pas de... J'ai pas fait de débat filmé, mais rien ne vous empêche maintenant de discuter avec nos camarades pendant que je vais vous chercher à boire. Voilà. Et encore merci à tous.